été enlevé de son pouvoir, arrêté, et puis on l'a, comment je peux dire ça, on l'a amené dans un autre pays au fait pour être jugé. Et tout ça, ça s'est passé devant le monde entier. Le monde entier a vu ce qu'il a vécu. Ils ont vu, ils ont assisté. Et cela a duré un temps, en fait. Enfin, vraiment, en fait, on m'a dit 10 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, pour faire la conciliation, moi, j'ai pas de problème, mais les personnes que je viens de citer là, je veux qu'ils soient là. Et en même temps, il ajoute, mon souhait, c'est que ça soit en direct pour que mon peuple, oui, le peuple sache au fait ce qui s'est passé, puisque le peuple a vécu ça. Le peuple a vécu au fait le déroulement des circonstances. Genre, je vais dire la guerre. Voilà. Donc, le peuple a vécu ça. Donc, il demande au fait que ça soit pas une histoire privée, mais ce soit une histoire au fait que le monde entier, enfin, pas le monde entier, mais surtout le peuple puisse regarder ça. Alors, excusez-moi. Donc, il fait cette proposition et on va dire que le numéro 2 a accepté. Donc, pendant on va dire le jour J, il se lève, il prend la parole devant toutes ces personnes présentes, ces personnes que je viens de citer, devant toutes ces personnes présentes, et il leur dit, pour commencer, je m'excuse. Pourquoi je m'excuse? Parce que j'ai été président, j'ai été à la tête de ce pays-là, et j'ai fait des erreurs. Et ces erreurs-là m'ont conduit à ça. Ce qui revient à dire que je suis en quelque sorte responsable de ce qui est arrivé à mon peuple. Est-ce que l'erreur est humaine? Oui, l'erreur est humaine. Tout le monde peut chuter. Le plus important après la chute, c'est se relever. C'est savoir se relever. Mais quand on chute et qu'on reste couché, ça pose problème. Mais après une chute, quand on essaie de se relever, on va dire au fait qu'on essaie de faire des réparations, on essaie de régler certaines choses. Parce qu'au fait, le but de l'arrivée de Jésus de Nazareth, c'est ça. Pendant le chemin de croix, Jésus est tombé, il s'est levé. Il est tombé, il s'est relevé. À plusieurs reprises, Jésus est tombé et Jésus s'est relevé. Ce qui veut dire que la chute, ça peut faire partie aussi de notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain. Ça fait partie de la vie de tout un chacun. Il y a de bons jours et il y a de mauvais jours. Alors il prend la parole et puis il s'excuse. Il demande pardon à son peuple. Il demande pardon à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, à toutes les victimes, au fait, même qui ne sont pas là. Il leur demande pardon. Et il leur dit, si ça a recommencé, il y a certaines choses qu'il va faire, avant de faire, il va consulter au fait le spirituel. Genre, on a dit, il va mettre ça en prière, consulter les responsables religieux et toutes les personnes même qui sont présentes devant lui. Pourquoi pas? Voilà. Et ensuite, il prend la parole, il s'adresse au numéro 2. Qui est le président actuel. Il lui dit, numéro 2, c'est vrai, moi j'étais le numéro 1. Mais aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu là, après réflexion, je pense que ça m'a servi de leçon et ça m'a fait réfléchir. De plus, ça m'a donné de la sagesse. Donc, qu'est-ce que je propose pour la réconciliation de ce pays? Et il commence. Il dit, tu es le numéro 2. Après pour 3 mandats. Je respecte cela. Je ne discute pas. Les élections se sont passées. Et tu es le numéro 2. Je ne viens pas aujourd'hui pour contester le numéro 2 que tu es. Non. Je ne viens pas contester ça. Mais ce que je viens, c'est pour essayer de trouver un terrain d'entente pour que le pays redémarre au fait dans la vérité, dans la joie et surtout dans le bonheur. Alors, pour commencer, je n'approuve pas le coup d'État. Ce qui revient à dire, pour rien au monde, je vais supporter une personne qui va vouloir t'enlever de ton pouvoir. Non, je ne suis pas venu pour ça. Si je veux parler de réconciliation, je crois qu'il est temps pour moi d'aller de l'avant. Voilà ce que le numéro 1 est en train de dire. Il est temps pour lui d'aller de l'avant. Alors, il s'avance. Qu'est-ce qu'il dit? Par la suite, il dit, si on veut faire une réconciliation, après tout ce que j'ai vécu, après avoir passé un bon temps en prison, dans l'injustice, dans quoi que ce soit,
je pense qu'il est temps pour moi de ne plus parler de ça. Quand je dis de ne plus parler de ça, est-ce que je dis aux gens d'oublier l'histoire? Non, l'histoire, elle est là, elle demeure. Elle est éternelle parce que ça fait partie de l'histoire de ce pays-là. Est-ce que je dis aux gens d'oublier qu'ils ont perdu des gens? Non, au contraire. Ils ont le droit même de continuer de pleurer toutes les personnes qu'ils ont perdues. Mais est-ce que aussi, on va passer tout notre temps à pleurer, à se lamenter, alors qu'il y a encore des vivants dans ce pays? Je dis non. Conclusion, chaque chose a une fin. Alors, qu'est-ce que je propose en tant que numéro 1? Je dis que je ne suis pas venu ouvrir certaines plaies, certaines blessures, certaines cicatrices, mais ce que je suis venu faire, c'est des propositions. Alors, je te demande, en tant que numéro 2, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui au peuple? Le numéro 2, tout étonné, d'abord, il ne s'attendait pas à ça. Donc, il a commencé à... Enfin, il a hésité un peu et il s'est dit, mais c'est quoi ce genre de réconciliation-là? Alors, il dit, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux être un peu explicite? Le numéro 1 reprend, il dit, je ne suis pas venu, en fait, enfoncer le couteau dans la plaie. Mais je suis venu pour nous de te demander, d'abord, reconnaître que tu es le numéro 2, je respecte ça, et te demander aussi, comment? Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse partir de l'avant? Le numéro 1, le numéro 2 dit, je préfère écouter tes propositions. Alors le numéro 1 reprend la parole et il dit, si Dieu a voulu que je sois vivant après un coup d'État, il a ses raisons. Si Dieu a voulu que je sois jugé après un coup d'État, il a ses raisons. Si Dieu a voulu que je sois blanchi après un coup d'État, il a aussi ses raisons. De plus, je me retrouve ici, dans mon pays, face au numéro 2, à cause de qui j'ai vécu ça. Est-ce que j'ai de la haine? Non. En tant qu'enfant de Dieu, je pense que la sagesse s'est installée, donc je ne veux plus avoir de la haine. Et pour commencer, je précise que je suis rentré chez moi, pas pour reprendre le titre du numéro 1, pas pour poser encore une nouvelle candidature. Non, je ne veux plus être candidat aux élections, mais je vais faire de la politique si on me le permet. Ce qui revient à dire qu'il peut être conseiller politique, on va dire ça comme ça. Alors, il se prononce et il dit, en tant que conseiller politique, en tant que victime de ce qui s'est passé, je demande certaines choses que je vais maintenant préciser. Alors, il commence à citer. Il dit, pour commencer, tous les prisonniers politiques qui sont en prison, depuis cette date jusqu'à présent, même, bon, on va dire oui, depuis cette date jusqu'à présent, parce qu'avant, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Avec le respect que j'ai, je te demande de les libérer. Ensuite, il continue. Il ajoute, ceux aussi qui sont partis en exil, je te demande de les laisser entrer. Et il continue sa demande. Il dit, comment je peux dire ça? Concernant en fait les religieux et coutumiers, je vous demande pardon parce que c'est surtout là-bas que ça a commencé et il y a eu des villages vraiment qui ont été, on va dire, effacés en quelque sorte, des petits villages qui ont été effacés. Alors que vous n'avez pas fait la politique. Même si vous l'avez fait de loin. Après avoir fini de s'excuser, il dit au numéro 2, je demande au fait à ce que toutes les préfectures et les sous-préfectures essayent au fait de rassembler, au fait, comment je peux dire ça, en bon français, comment on dit ça,
essaye de, on va dire, rassembler toutes les terres possibles que l'État peut reprendre à sa disposition. Là, on va donner ça aux sous-préfectures, aux préfectures qui sont de là-bas, pour qu'ils puissent gérer au nom de l'État. Et en même temps, je demande au fait que ces sous-préfectures-là aient ce qu'il faut à leur disposition pour favoriser le retour à la terre de toutes les personnes qui veulent bien s'aventurer. Ce qui veut dire au fait que s'il n'y a pas de moyens, on ne peut pas parler de retour à la terre. Et il précise que ce pays-là est agricole. C'est un pays qui vit sur l'agriculture. Et la jeunesse en train de se perdre, en train de, comment on appelle ça même, de mourir. Parce qu'au fait, il n'y a pas de boulot. Et parce qu'il n'y a pas de boulot, nos enfants vont mourir dans la mer. Et en plus de cela, nous, politiciens, avec le peu qu'on a, on ne fait rien. On a dit ça comme ça. Pour favoriser, au fait, certaines choses. Alors, il fait cette demande-là pour le retour à l'emploi et aussi pour les responsables, au fait, choses. Comment je peux dire ça? Non, les responsables coutumiers. Voilà. Après les responsables coutumiers, il revient maintenant vers les responsables, comment je peux dire, voilà, les responsables des armées, de l'armée au fait, voilà. Les gradés de l'armée, on va dire ça comme ça. Il revient vers eux, enfin il va vers eux et il leur dit, je pense que avec ce qu'on a vécu, après ce qu'on a vécu, je me rends compte que notre armée est mieux au fait. Elle peut être indépendante. Elle peut veiller sur le peuple dont je fais partie. Donc aujourd'hui, ce que je demande, c'est le retour au fait d'une armée qui n'a plus sa place dans ce pays-là. Une armée qui est une grande puissance qui n'a plus sa place dans ce pays. Parce que ça ne sert à rien de... Alors que nous, enfin, il y a une armée qui est disponible, qui peut protéger son peuple, mais qui n'est pas indépendante. Ça n'a pas de sens. Et une armée n'est pas indépendante, une armée ne peut pas faire ce qu'elle veut. On va dire que ce pays-là n'est pas libre. Alors que le pays est déclaré libre. Toute l'Afrique est déclarée libre. On va dire ça comme ça. Vous voyez? Donc, il insiste et puis il demande au fait le retour de ces puissances-là, de l'armée qui est là. L'armée d'une grande puissance qui est disponible, qui est là au fait dans ce pays. Et il demande au fait que cette armée-là rentre chez eux. Et que l'armée en place, l'armée de ce pays, devienne en fait de la protection de ce peuple. Voilà ce qu'il demande concernant l'armée. Et après l'armée, il se retourne vers les responsables religieux. Il leur dit, il dit aux responsables religieux, avec tout le respect que j'ai pour vous, d'abord, je m'excuse parce que le spirituel, c'est ça. En tant qu'enfant de ce pays, en tant que religieux, enfant de ce pays, en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'il est de mon devoir aussi de vous demander votre avis à chaque fois qu'il y a de grandes décisions à prendre dans ce pays. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Mais je pense que je n'ai pas assez insisté. Voilà ce qu'il dit le responsable religieux. Et il s'excuse en disant, si ça a recommencé, je pense que je ne vais plus recommencer. Et le responsable religieux, au responsable religieux, il dit, en tant que votre enfant, je vous dis, c'est pas ce que je peux appeler, c'est un conseil, que votre oui continue de rester oui, que votre non continue de demeurer non, pour la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il dit au responsable religieux. Et après, il se retourne au fait vers les journalistes. Il dit aux journalistes que vous pouvez, comment on appelle ça même? Il dit, la parole de Dieu dit que rien ne caché
ne restera caché, que tout sera dévoilé. Et une façon de dire au fait que, quel que soit ce qui se passe, vous devez faire votre devoir. Vous ne devez pas cacher la vérité. Vous ne devez pas être des journalistes corrompus. Que la vérité, la libération d'un pays repose aussi en partie sur vous. Donc, il demande au numéro 2 de favoriser au fait cette liberté d'expression par rapport aux journalistes pour qu'ils puissent annoncer, on va dire, informer le peuple dans la vérité. Après, il se retourne vers les présidents qu'il a invités, en fonction de ceux qui sont là, et il dit, en tant qu'ancien président, je vais parler au nom aujourd'hui des présidents qui ont vécu une expérience par rapport au coup d'État. Il dit, tout ce qui ne tue pas forme. Alors, si la prison m'a formé, je pense qu'au fait, que ça m'a aussi servi de leçon. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux responsables, au président de ces pays-là, qu'il est temps pour nous, Africains, de s'asseoir et de discuter. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un frère a un problème, un pays voisin a un problème, au lieu de discuter dans la vérité, au lieu de prendre des décisions dans la vérité, on se rend compte au fait on prend des décisions pour favoriser le pays colonisateur, on va dire ça comme ça. Et nos peuples, nos enfants, nos familles demeurent dans la faim, dans la guerre, dans la souffrance. Est-ce pour ça que nous sommes responsables, on va dire, président? Et il dit, si j'ai souvenu au fait de l'engagement qu'on prend le jour qu'on sait, on dit au fait qu'on s'engage pour servir le peuple. En tant que président, on s'engage pour servir le peuple. En tant que président, on est responsable du peuple. En tant que président, on veille sur le bien-être du peuple. Dans sa globalité, au fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit en fin de compte? Qu'il est temps pour les Africains de s'aimer, de s'unir, de former un dans la vérité et surtout dans l'amour. Que ce qui est arrivé au frère peut arriver aussi à l'autre. Mais à chaque fois que ce genre de truc-là arrive, il faut apprendre à s'entraider, à se soutenir. Parce que un pays ne peut pas venir, comme on le dit, détruire un État si les autres ne sont pas d'accord. Raison pour laquelle, quand on regarde dans le monde entier, on se rend compte qu'il y a des pays qui sont unis. Oui, il y a des pays qui sont unis. On dit les pays de l'Europe, on dit les États-Unis, on dit aussi l'Afrique. Et quand on dit l'Europe, c'est des pays qui travaillent ensemble, dans sa globalité. Quand on dit les États-Unis, ça fait un pays, mais c'est des pays qui travaillent ensemble, aussi dans sa globalité. Mais le problème de l'Afrique, on dit l'Afrique, c'est un continent, mais on ne dit pas au fait que c'est des pays qui travaillent ensemble. Même si on donne l'impression que ces pays-là travaillent ensemble, dans la réalité, rien n'est visible. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est en Afrique. Aujourd'hui, c'est au sud, demain, c'est au nord, demain, c'est à l'ouest. Chacun a son tour.